Bonjour à tous, c'est Lucie Pacro. Bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos histoires les plus surprenantes. Bonjour à tous. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode en ligne. D'abord un récit d'aventure immersif, suivi la semaine suivante d'un échange dans lequel vous posez vous-même les questions à mon invité. Après chaque nouveau récit, je vous invite à me poser directement vos questions sur le compte Instagram du podcast, Instant T Podcast. Alors comme promis, voici les réponses de mon invité de la semaine aux questions que vous avez souhaité lui poser. Bonne écoute. Salut Luc. Salut Lucie. Je suis trop contente d'enregistrer ce podcast avec toi, alors que tu as 12 heures de décalage, que tu es littéralement à l'autre bout du monde. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, en forme. Du coup, il est tôt en France et tard où je suis. Mais à part ça, tout va bien. Tu peux nous dire où tu es ? À Tahiti, en Polynésie française. Plus précisément à Papeete, donc c'est la grande ville de la Polynésie française. Et tu y es depuis combien de temps du coup ? Et là, ça fait un peu moins de 2 semaines et ce voyage touche à sa fin parce que je rentre dans 2 jours en France. Et voilà. Et alors, tes impressions, tes ressentis ? Et ben, la Polynésie française, en fait, c'est un imaginaire que j'avais pas beaucoup développé et que je connais un peu mieux. Et en fait, c'est immense, c'est vraiment, en fait, c'est un très grand archipel, mais c'est aussi plein de sous-archipels. Donc, il y a les Marquises et les Tuamotu où j'ai pu passer. C'est très très grand, en fait, c'est plus grand que l'Europe et ça permet de comprendre, en fait, pourquoi on dit que la France est le deuxième pays avec le plus de territoire maritime. En fait, c'est immense et du coup, c'est rattaché à la France. Donc, ouais, c'est intéressant de pouvoir se balader dans ces contrées. Et c'est un luxe pour pouvoir communiquer avec les locaux du coup. Oui, ouais, c'est ça, puisque par la langue, par le français, tu veux dire. Ouais, oui, c'est ça, par le français. Ouais, si, mais il y a aussi des langues locales et même dans certains archipels, il y a, par exemple, aux Marquises, il y a plusieurs langues aux Marquises, quoi. Mais oui, le français, en fait, l'école publique est obligatoire comme en France métropolitaine et du coup le français est enseigné à tout le monde sur toutes les îles et effectivement ça fait une langue commune pour échanger. Trop bien. Quels sont tes ressentis, sachant qu'on est à presque la veille du départ, quoi. La fin de ce voyage. Et ben c'était encore une belle aventure. Tahiti en fait comme de partout hein, chaque île est très différente mais Tahiti c'est encore plus c'est comme Paris pour la Polynésie française, du coup c'est très centralisé. Il y a une concentration autour de Papeete, donc la capitale de la Polynésie française. Il y a beaucoup de personnes et c'est en train de s'étaler sur la côte, ce qui fait qu'il y a Aujourd'hui même, j'ai été dans des bouchons de quelques heures pour se déplacer autour de la capitale. Et du coup, clairement pour moi, c'est pas la partie la plus intéressante, mais c'est obligatoire quand il s'agit après de rentrer en France ou de sortir de la Polynésie française. Mais ça reste quand même un endroit très très beau, avec un lagon autour, avec une montagne verdoyante tropicale au centre, et des montagnes très abruptes. Donc ça, c'est vraiment chouette quand même. Ok, c'est une grande ville, mais ça reste dans un cadre sublime. Et tu te sens un petit peu nostalgique de rentrer ou au contraire, t'es pressé, t'es content de ce qui se passe Comment tu te sens vis-à-vis de ça ? J'ai pas beaucoup de nostalgie en général. Je suis content de vivre les expériences que je vis et je me dis que c'est une chance de les avoir vécues. Et après, la vie s'enchaîne, les expériences continuent d'arriver et du coup, j'ai pas de regrets, j'ai pas de nostalgie de partir. J'ai plutôt au contraire un sentiment. Pour moi, c'est assez pessimiste la nostalgie. La nostalgie, c'est un peu un regret d'instants passés. Et en fait, moi, je regrette pas les instants qui sont passés, mais je suis très content aussi pour les instants qui vont arriver. Donc voilà, j'avance et je suis content d'avancer. Je sais pas si je suis très clair, mais Je crois qu'on a compris l'idée. C'est assez inédit parce que j'ai enregistré
il y a quelques semaines un podcast sur un bateau avec Marie. Donc moi, j'étais chez moi, mais Marie était sur son bateau. Trop bien. Et toi, j'enregistre ce podcast alors que tu es dans ta tente à Tahiti. C'est ça, s'il y a des bruits de chiens, s'il y a des bruits d'insectes divers autour de cet enregistrement, ben c'est pas rajouté au montage. C'est juste que la vie animale est assez active, même la nuit. Très bien, ça fera un bon bruit d'ambiance. C'est ça. Tu peux nous décrire un petit peu, même si bon là c'est la nuit pour toi et que tu dois pas voir grand-chose, mais un petit peu où est-ce que tu as mis ta tente et qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Merci aux personnes qui m'hébergent ce soir, donc c'est par Airbnb, mais en fait il y a aussi des gens qui mettent à disposition un bout de jardin et c'est très utile pour l'occasion. Et en fait c'est une maison assez chouette déjà, assez récente, mais surtout en fait il y a deux trucs super intéressants, c'est que c'est un peu en hauteur. Du coup, on a une vue plongeante sur le lagon et sur la ville, même si en fait en 15 minutes on est déjà à la plage, donc ça c'est aussi très chouette. Et puis ce soir on est accompagné aussi par la pleine lune, donc ça c'est aussi super. Ça rajoute une ambiance. Moi du coup ma tente j'ai pas mis le toit, je vais dormir, je vais dormir à la belle étoile. C'est aussi, bah ouais, c'est une des dernières occasions pour profiter un peu de tout ça, donc je suis très content de pouvoir faire ça. Et puis sinon, malgré les lumières de la ville autour, c'est très étoilé. En tout cas, avant que la pleine lune commence à monter suffisamment haut. Mais voilà, ça reste très chouette. Et puis après, du coup, l'idée aussi de ce spot, c'est que je suis à 1 kilomètre de l'aéroport. Donc, dans 2 jours, à 4 heures du matin, je vais devoir plier ma tente, marcher jusqu'à l'aéroport pour rentrer à Paris. Et ça va être moins fun, mais voilà, c'est la règle du jeu quand on rentre on termine son voyage. Ce sera la dernière aventure. C'est ça. Une petite marche de nuit. C'est ça. Est-ce que je peux te demander, c'est une question random, mais là je me dis le contexte est trop sympa. Est-ce que tu pourras nous envoyer une petite photo du spot où t'as campé pour illustrer le podcast que je pourrais publier ensuite voilà, avec l'épisode? Ouais, en plus, pendant le voyage, j'ai découvert des modes sur mon téléphone super intéressants pour faire des photos avec des paysages de nuit. Ça marche assez bien. Ah, Du coup, il y a, on aura carrément la vue de nuit avec la pleine lune. Inch'Allah, si j'arrive à faire un truc cool. Allez, très bien. On verra. Peut-être que les auditeurs pourront avoir une illustration de ce que tu nous racontes tout de suite. Et si j'y pense, parce qu'il faudra que tu me... Je te le rappelle à la fin de l'enregistrement. Très bien. Bah écoute, tu nous donnes en tout cas l'envie de l'aventure, je pense. Si les gens écoutent ces podcasts en allant au travail, ils vont se dire mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais moi? Mais je vais mettre un peu de contexte parce que donc je sais pas si les auditeurs auront écouté avant ton épisode, mais pour remettre un lien du coup, Luc, on a enregistré un podcast il y a quelques mois où tu m'as raconté plusieurs voyages que tu as fait durant des années sabbatiques que tu as prises pour les mettre au service de l'aventure et de la navigation. Et tu as navigué notamment, donc fait la transatlantique et navigué jusqu'en mer du Sud, jusqu'à Ushuaia et en Antarctique. Et tu as navigué ensuite donc dans un autre voyage jusque dans les Svalbard, donc dans les terres norvégiennes les plus au nord habitées. Les Svalbard, c'est habité, non? Les Svalbard, il y a Longyearbyen qui est la grande ville et c'est habité. C'est une destination touristique aussi. Je pense que c'est la principale économie de l'archipel. Mais avant, il y avait des trappeurs et après, il y a eu des mines aussi aux Svalbard. Du coup, ça fait quand même quelques siècles qu'il y a des habitants et Longyearbyen, c'est vraiment aussi le chef-lieu, la grande ville. Et après, il y a quelques hameaux, cabanes perdues aux quatre coins du Svalbard. Très bien. Donc, je crois que c'est pour ça que c'est les îles les plus septentrionales Ouais. habitées. Pour apprécier l'épisode qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui, il est conseillé d'écouter l'épisode qu'on a enregistré tous les deux il y a déjà quelques mois, qui doit être en ligne du coup. Voilà, ça doit être dans les 2 derniers en ligne. Et comme ça, on répond aux questions que les auditeurs t'ont posées. Voilà. Il y a eu des... Même si entre-temps, tu as vécu des nouvelles aventures. Oui, mais il y a eu beaucoup de questions. Ouais, bah tu vois, là j'en ai repris 12 qui avaient été mises. Et bon, je sais pas si je vais toutes te les poser, mais j'ai sélectionné celles qui me parlaient le plus. Ok, trop cool. Voilà. Donc si t'es prêt, on va commencer. Ouais.
Alors déjà, pourquoi, lors de tes années sabbatiques, tu as désiré naviguer? Pourquoi t'es pas parti en rando, quoi? Pourquoi t'as voulu naviguer? Je réfléchis. En vrai, je pense que c'est pas encore très clair dans ma tête et c'est pas encore très explicite. Tout ce que je peux dire, et je crois que j'en avais un peu parlé, j'ai quand même eu la chance d'avoir un héritage de mon papa qui est l'amour pour la nature. Ok, c'était un héritage qui est beaucoup passé par regarder des documentaires animaliers, et je pense que ça a nourri aussi une soif de découverte de l'environnement sous plusieurs de ses formes. Et du coup, la forme océanique, c'est aussi, ça m'a fait envie en fait de traverser des paysages assez uniques, aller à la rencontre de ses habitants. Et je pense que c'est ça en fait vraiment qui a été un peu un leitmotiv à vivre plein d'aventures. Et aussi une autre chose, donc faut savoir que j'ai grandi en fait, je suis né malade et j'ai eu une greffe de tympan à 10 ans. Et du coup, j'ai passé pas mal de temps aussi assez jeune où du coup, j'entendais très mal et j'étais souvent malade. Et je pense que ça m'a amené à me replier sur moi-même, à me refermer, à me créer un monde aussi un peu imaginaire, à aussi à me poser des questions très jeunes, très tôt sur des questions un peu autour de la mort, etc. Et ça m'a donné envie de vraiment vivre la vie pleinement, en fait. Souvent, on dit que c'est au chevet qu'on a des regrets, etc. Et moi, très jeune, en fait, j'ai essayé d'imaginer, en fait, ce qui pouvait me faire kiffer comme expérience, en fait. Voilà. C'est fou d'avoir eu des réflexions sur la mort aussi jeune en tant qu'enfant. Je sais que ouais, ça m'empêchait de dormir des fois. T'as des médicaments qui t'endorment, mais en fait, tu sais jamais si tu vas te réveiller comment. Et je pense que ça m'a un peu... Ouais, ça m'a porté un peu ouais, tout ça, en fait. Et tu penses que ça s'est traduit en élan de vie, quoi? C'est ça un peu l'idée, je pense. En fait, j'ai pleinement conscience de la chance qu'on a de vivre et, et j'ai envie de vivre tout ça pleinement, en fait. J'ai envie de vivre, ouais, d'expérimenter plein de choses et du coup, je pense que c'est aussi cette volonté qui m'a poussé à essayer partir à l'aventure, en fait. Ça, c'est déjà quelques éléments. Je sais, un truc qui m'a marqué aussi, c'est dans mon village. Donc, moi, je viens d'un village. Et quand j'étais gamin, il y avait un poète du Niger qui est venu par une association du village qui s'appelle Azerina et qui travaillait avec Chirozérine au Niger. Et je pense que ça a été aussi une ouverture sur le monde de rencontrer quelqu'un d'ailleurs. Et du coup, je remercie beaucoup Henri qui était le président de cette association. Ça a été aussi important. Au collège aussi, on avait une troupe de Ouagadougou qui était venue. Et je sais pas pourquoi, mais moi, ça m'a vraiment beaucoup marqué, en fait, ces rencontres. Après, ça n'a pas été toujours évident aussi. Au collège aussi, moi, j'étais très renfermé. J'étais vraiment addict aux jeux vidéo, etc. Donc, je pense que c'est vraiment le plein d'expériences, en fait, qui m'ont amené à faire ça. Et puis après, c'est aussi l'autostop, en fait, qui m'a amené à vivre mes premières aventures et du coup on se rend compte qu'il y a plein de gens super sur Terre. On sort aussi un peu de ses peurs et à partir de là on arrive à sortir aussi de de ces appréhensions et puis on se lance en fait et puis de fil en aiguille on va un peu plus loin, un peu plus longtemps, on apprend à être de plus en plus débrouillard et puis finalement on vit des expériences assez chouettes. La question suivante, elle va continuer dans ce sens-là. Comment tes aventures t'ont transformé? Ah ah! Moi, je pense que vraiment, ça fait du bien de se prendre des claques. Et c'est des claques. En fait, toutes ces aventures, comment dire? En fait, on reste quand même le fruit d'un héritage familial, amical. Et le voyage, en fait, ça permet de voir autre chose. Ça permet de sortir de tout ça, son conditionnement, de se mettre à la place d'autres personnes, moi, ça nourrit aussi beaucoup l'esprit, en fait. Ça permet ouais, c'est ça, de sortir de son conditionnement. Et ça, en fait, je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense que ça m'a nourri l'esprit, en fait, et ça m'a permis ça m'a aussi rendu beaucoup plus adaptable à plein de situations différentes. Ça m'a permis
parler à vraiment une multitude de personnes différentes, ça peut être enfin voilà, je pense que c'est vraiment ça donne beaucoup d'adaptabilité en fait, les voyages en général. Et ça permet aussi un autre super pouvoir, ça permet de relativiser tout le temps sur tout et se dire qu'en fait ben notre quotidien ou ce qu'on fait, ben c'est pas forcément si grave ou en tout cas plutôt réfléchir à des solutions que se morfondre sur la situation à l'instant T. Et ça je pense que c'est super. Merci d'avoir calé l'instant T dans ta phrase. J'ai capté en le lisant. Et du coup, qu'est-ce que c'est pour toi la liberté? Putain, mais c'est des questions pas faciles. Après, c'est des questions plus spécifiques. Ok. Bon, j'essaye de réfléchir un peu. Je pense que la liberté, c'est le fait de pouvoir être aligné à ce à quoi on inspire profondément, à pouvoir suivre un peu ses rêves, à pouvoir enfin, trouver les moyens et se donner les moyens, mais c'est aussi, bah, c'est pas évident de faire tout ça, hein. Et puis on a plus ou moins de chance aussi dans la vie. C'est vrai que c'est aussi assez inégal aussi les cartes qu'on a à la naissance, et du coup c'est pas toujours évident de réussir à approfondir ses souhaits, ses envies. Il y a plein de choses autour qui font que ça peut être plus ou moins compliqué. Mais la liberté, c'est d'essayer de tendre vers ça, d'aller vers là où on est profondément épanoui. Et ça peut être approfondir les desserts pakistanais parce qu'on a une passion pour le Pakistan. Ça peut être juste auberge, enfin ça peut être ouvrir une auberge. Enfin, il y a 10 000, il y a autant, je pense, de manières de trouver sa liberté que d'être humain en fait. Et c'est quoi ta liberté? Moi, je pense que je me sens profondément bien en voyage itinérant, à la rencontre de personnes, avoir un quotidien qui change tout le temps. C'est ma liberté, mais je sais que c'est pas forcément tout le temps facile à assumer parce que c'est aussi un choix de vie qui peut être vu comme marginal et du coup, ça demande si on suit totalement ce rêve qui est de prendre le temps de voyager, de rencontrer, de découvrir, et ben ça demande de peut-être partir plusieurs années loin de ses amis, de sa famille, et dans un sens se marginaliser, et forcément c'est pas évident. Et pourtant, ce choix devrait être fait pour que je puisse vivre ma liberté pleinement. Et du coup, c'est un peu des paradoxes, même si aussi, ben, le voyage peut aussi prendre 10 000 autres formes en France. Il peut être sédentaire, il peut être par la musique, par un livre. Mais je crois que là, ma liberté, mon envie, pour l'instant, c'est de encore prendre le temps d'explorer et de m'aventurer. Comme tu le fais maintenant, Mm. aujourd'hui. Ouais. Écoute, on va retourner un petit peu en arrière dans ton parcours. Et en fait, dans le podcast, tu évoques un trajet à vélo d'Istanbul à La Rochelle, mais on s'est pas vraiment étendu dessus. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter, bon, évidemment, peut-être pas dans les détails, mais nous parler un petit peu de cette traversée à vélo que tu as faite? On a compris toutes les péripéties pré-aventure européenne en voilier et vélo. On parle notamment d'un dématage d'un bateau qui coule. Voilà. Et en fait, donc je suis arrivé, donc j'ai finalement trouvé ce convoyage de France jusqu'en Turquie. Ça s'est très bien passé. C'était une belle expérience. Et comme dit tantôt, au départ des Sables d'Olonne, j'ai acheté un vélo dans l'idée de rentrer par la terre. Et j'étais déjà un peu dans une quête un peu d'exploration, de rencontrer différents modes de vie. Et du coup, j'ai pris le temps pour alterner voyage à vélo et rencontre de modes de vie alternatifs. Et donc, je faisais 5-6 jours de vélo à peu près. Et je m'arrêtais 3-4 jours dans des lieux où des gens vivaient de manière un peu différente. Et ça pouvait être chez des bonnes sœurs. Donc ça, j'ai vécu dans les montagnes en Grèce chez des bonnes sœurs. J'ai pu vivre aussi dans des écolieux, donc dans des écovillages en Slovénie,
J'ai aussi été sur les ZAD en France, donc vers chez moi il y a la ZAD de Roibon et j'étais à Notre-Dame-des-Landes. J'ai aussi été dans des sortes de festivals éphémères, donc je suis passé aussi dans des festivals en Grèce, en Italie et en France. J'ai été dans des squats aussi, donc là c'est un squat auquel je pense en Slovénie, à Ljubljana, la capitale. Et j'ai été aussi dans des fermes en woofing, un peu plus classiques, mais aussi très intéressants. Et voilà, donc c'était ça, l'idée c'était d'alterner étapes et voyage à vélo. Et c'était très très chouette. Et du coup, quand tu étais dans le vélo, tu dormais dans ta tente aussi le reste du temps? Ouais, donc faut savoir que j'avais pas trop d'argent à l'époque, donc j'ai acheté mon vélo d'occasion 100 euros enfin, sur une brocante en fait, la veille du départ. J'ai acheté deux sacoches arrière, donc deux sacoches arrière, c'est pas énorme. Faut savoir que c'était pas du tout un vélo de voyage, c'était un VTT aussi. Et après, j'avais trouvé sur Le Bon Coin une tente d'un mec qui revenait d'un voyage en Nouvelle-Zélande après un passeport vacances-travail. Et en fait, c'était soi-disant une super tente. Et en fait, au bout de 2 mois, la tente, elle marchait plus trop, quoi. Du coup, c'était un peu aussi de la débrouille. C'était un peu minimaliste, mais ça s'est très bien passé. Et du coup, ça m'a aussi donné enfin, ça a continué à me dire que c'était un chemin intéressant à explorer ce voyage à vélo et les voyages en général. Et tu as mis combien de temps pour rejoindre La Rochelle? Et j'ai mis 5 mois. T'as fait du vélo pendant 5 mois? Ouais, 4-5 mois, je pense. En fait, je sais pas préciser, enfin, j'ai pas Waouh! trop compté, quoi. Pour l'anecdote, je suis rentré en France pour reprendre des études. Et donc, après avoir fait ce tour d'Europe, 2 jours après, j'étais le cul posé sur une chaise à reprendre une formation. Et c'était sportif aussi, peut-être plus sportif que le tour préalable, mais c'était cool. C'était sportif mentalement? Voilà, c'est ça. Et c'est aussi une aventure et un voyage. Et c'était pas trop dur? Non, c'était... En fait, moi, j'ai pas été bon à l'école jusqu'au moment où je me suis intéressé vraiment. Et une fois qu'on s'intéresse, ça a été vachement plus simple. Et depuis, quand je m'intéresse, ça marche. Donc c'est cool. Faut savoir que j'ai redoublé ma première et j'avais 9 de moyenne ou 8 de moyenne. Enfin, j'étais dernier de la classe et voilà. Et là, au contraire, une fois que tu avais choisi tes études, C'était beaucoup plus simple. Je bossais pas forcément beaucoup, mais ça marchait parce que je m'intéressais. waouh! Et est-ce que tu pourrais nous partager une des choses qui t'a émerveillé dans ce trajet Istanbul-La Rochelle, Ouais, dans ces 5 mois à vélo? là, je pense à une rencontre. Du coup, je voulais pas forcément faire la côte en Croatie, parce que dans mon imaginaire, c'était assez touristique et c'était des grandes villes. Et du coup, j'ai privilégié la traversée, la remontée de la côte adriatique par la terre et par la Bosnie du sud au nord. Et pendant cette remontée, en traversant un parc naturel, au loin, en fait, j'ai aperçu un voyageur à vélo. Et donc, j'ai crié pour que la personne s'arrête et m'attende. C'est pas très... Bon, avec du recul, je trouvais ça un peu nul. Mais en tout cas, la personne s'est arrêtée. Et en fait, je me rapproche et je me rends compte que c'est une femme qui s'appelle Jeanne. Et en fait, c'était une femme qui arrivait de Chine toute seule à vélo et qui continuait jusqu'en Angleterre son voyage à vélo. Et du coup, finalement, on a sympathisé et on a voyagé une semaine ensemble. On a passé une semaine de voyage ensemble, c'était super chouette. Et c'était très inspirant de faire cette rencontre aussi. Ça permet de toujours aussi de relativiser son aventure. Finalement, ok, peut-être que c'est une chouette aventure, mais il y a toujours d'autres gens qui font plus loin et plus longtemps. Donc c'est chouette aussi de, encore une fois, se remettre à une situation, juste, voilà, c'est une expérience comme ça, quoi. Et donc c'était super. Et sauf que j'ai perdu son contact, donc je suis un peu déçu pour faire court. Mince! Alors, un appel aux abonnés. Non, je suis pas sûre d'avoir assez d'abonnés que ça, mais si vous connaissez Jeanne qui a fait Chine, l'Angleterre à vélo, on la cherche. Oui, elle est néo-zélandaise. Ok. C'était une des plus belles rencontres, je pense, de ce voyage.
T'as rencontré d'autres voyageurs à vélo ou finalement c'était une des seules? Sur la route, on voyage pas mal, on rencontre pas mal de voyageurs à vélo, donc au minimum on se salue et des fois on s'arrête, on fait un bivouac ensemble. Et il y a aussi pas mal de plans que j'ai eu sur la route où c'était des échos de voyageurs à vélo. Et j'ai rencontré aussi en Turquie un voyageur à vélo. On a passé 2-3 jours ensemble, on échangeait aucun mot en anglais, enfin c'était très compliqué la conversation, mais bah, on voyageait quand même ensemble, c'était cool. Et en fait, c'était un ancien militaire de carrière et je me suis retrouvé sur une base militaire en Turquie à manger avec le colonel et ça c'était un peu drôle. Bon, moi j'étais un peu schlag, minimaliste, les cheveux longs, etc. Et puis avec un haut gradé de la base militaire, en arrivant comme des fleurs à vélo, traversant le camp militaire et les véhicules associés. Et voilà, ça c'était un peu drôle aussi. C'était dans quel pays ça? En Turquie. En plus la Turquie qui est quand même voilà, avec Erdogan, c'est pas très connu pour la démocratie et tout ça, quoi. Ils ont un peu une réputation de costaud. Tu t'es senti en danger ou ça allait? Non, non, j'étais safe. Enfin, j'étais introduit par un ancien militaire, donc il y avait aucun problème. Et avec le bateau, tu étais arrivé jusqu'à Istanbul? Ouais, Ah, c'était déjà une belle traversée ça. ouais, c'est un convoyage. Donc c'est un bateau neuf qui était acheté par soit une entreprise, en tout cas par quelqu'un en Turquie. Et du coup, l'idée c'était d'amener ce bateau neuf de France jusqu'en Turquie. Quelle aventure. En fait, il faudrait faire un podcast juste sur ce voyage-là. Il y a trop d'éléments. Bon, on va passer à une autre question parce que sinon, sinon tu vas jamais aller te coucher dans ta tente. Après, tu vois, j'ai déjà oublié les 99% de ce voyage à vélo, donc enfin, j'aurais pas suffisamment de C'est matière vrai? pour. Bah ouais, moi je vis les expériences et après je passe à autre chose. Voilà. Et c'est pas frustrant de se dire j'ai vécu des choses tellement fortes et tellement, je sais pas, puissantes et j'imagine chères parce que ça doit quand même avoir une valeur Mm, mm. pour toi-même, pour ton parcours, pour qui tu es, ça a beaucoup de valeur, tu vois, ces voyages-là. C'est pas frustrant ou ça te rend pas triste de dire mince, j'ai oublié en fait ce que j'ai vécu? Bah, au fond de moi, voilà, je sais que même si c'est plus conscient, c'est plus mes souvenirs vifs, je sais que ça a marqué mon corps, mon esprit, même si c'est pas enfin même si c'est pas conscient, tu vois, je sais que ça fait partie de moi et que voilà, j'ai quand même vécu des belles expériences et je garde, oui, après c'est vrai que j'ai un souvenir un peu flou. Enfin, voilà, je vais pas non plus me ressasser des souvenirs qui sont passés il y a 10 ans, tu vois. Et puis j'ai pas, c'est quand même, enfin, en fait, le côté frustrant, je l'ai au début, je pensais que tu allais parler de la frustration de pas réussir aussi à le partager. Et ça, c'est un truc que j'aurais bien aimé plus faire. Donc, par exemple, faire ce voyage avec d'autres personnes, partir à plusieurs, par exemple, etc. Et après, le partager, bah, comme sur le podcast, où c'est génial de pouvoir bah, aussi prendre un temps pour partager ça, quoi. Et après, en fait, moi, j'ai aussi une mémoire où j'ai besoin tu vois, je me souviens pas d'un truc, j'ai pas des trucs précis en tête, mais si on me parle, si on commence à mener vers un chemin, et ben là, c'est là que ça va ressurgir toutes les informations que j'ai autour du sujet, tu vois. Voilà. Et j'imagine qu'en plus, comme tu continues de vivre plein de choses intenses, exaltantes, des voyages, des aventures, en fait, ouais, je sais pas, le cerveau a trop de trucs à analyser au moment présent pour se souvenir de tout ce que tu as vécu avant, même si c'est infusé en toi, comme tu dis, Ouais, c'est ça. et ça bougera pas. Puis enfin, pour moi, c'est passé, digéré, et ça reste, c'est pas, et puis j'ai pas, finalement, j'ai pas trop d'occasion de repartager ça aussi, tu vois, genre, souvent, quand je rentre en France, après, ben, on me pose deux questions et puis on passe à autre chose. Donc, le fait aussi de pas trop aussi le partager, ça fait que ça se perd. Et du coup, c'est trop chouette de pouvoir le partager comme ça, par exemple. Et ça, tu le vis comment que quand tu rentres, on te pose deux questions et on passe à autre chose? Bah, je me dis, c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça et j'accepte. C'est toujours agréable de pouvoir plus partager. C'est compliqué aussi. Tu vois, ça fait partie de la marginalisation dont je parlais aussi. C'est que toi, tu vas faire ton bout de chemin, tu vas vivre plein d'expériences,
tu vas découvrir plein de nouveaux horizons et ça va être très nourrissant pour l'esprit. Mais du coup, ça fait faire toujours un pas de côté et donc se marginaliser par rapport à son cadre familial ou à ses amis. Enfin, moi, je sais que je viens pas du tout de ce milieu-là. Et du coup, oui, j'ai envie d'explorer tout ça, mais je suis pas très bien compris. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Et maintenant, juste, j'accepte et je pense que c'est à l'aube de la trentaine maintenant, j'ai, enfin, juste l'impression d'être beaucoup plus aligné maintenant sur ce fait que ok bah maintenant je vis ça pour moi et c'est comme ça et c'est pas grave si les gens comprennent pas ben moi je sais que ça me fait du bien et j'avance quoi. Bah écoute, on va enchaîner sur les questions. Donc là, j'en ai deux qui sont un peu qui vont ensemble. Il y a une première question qui dit comment est-ce que tu vis les retours et notamment quand tu retournes travailler à l'usine après un voyage, parce que tu l'avais mentionné Ouais. dans le podcast. Est-ce que c'est pas un retour un peu brutal? Comment est-ce que tu gères ça? Ouais. Alors du coup pour l'usine c'était au début de mon année sabbatique où j'avais plus d'argent et du coup j'ai dû prendre le premier travail qui venait sous la main et en l'occurrence où j'ai grandi à Romans-sur-Isère c'est l'agroalimentaire, c'est des usines agroalimentaires donc c'est dans ce cadre-là que j'ai fait ça et c'était pas du plaisir hein, c'est très répétitif etc. Donc depuis j'ai pas réitéré l'expérience à l'usine. Mais en fait, j'ai réussi à en faire mon métier aussi, le voyage et l'exploration, parce qu'en fait, maintenant, moi, travaille, en fait, je fais des missions à l'étranger, en général, un an, voire plusieurs années. Et donc, j'ai pu trouver plusieurs missions à Madagascar, au Sénégal et en Centrafrique pour des ONG, le service de coopération de l'ambassade de France où voilà, c'est un peu mon métier de partir maintenant dans des contextes un peu lointains et essayer de porter des projets de développement local. Voilà, c'est pour ça aussi que c'est plus facile d'en faire son métier, quoi. En faisant ça, c'est un peu une manière de lier voyage et travail? Ouais, c'est ça. Et voyage, parce qu'en fait c'est un voyage sédentaire, mais c'est un voyage dans un contexte différent. Et du coup, c'est aussi très intéressant. Il y a plein de choses à découvrir, plein de rencontres possibles et c'est très riche aussi. Donc moi, ça me va aussi pour moi, c'est aussi un voyage sédentaire. C'est une autre manière d'explorer en fait. C'est ça. Et du coup, tu as enchaîné les années sabbatiques, en tout cas dans ton ancien récit. Est-ce que ça te donne pas peur de ne plus être adapté à une vie plus traditionnelle? Après, je sais que j'ai justement plus envie d'une vie traditionnelle. Donc ça me fait pas forcément peur parce que j'en ai plus envie. Mais après, à terme, pour moi, en fait, c'est encore la fougue de la jeunesse et je me vois encore faire ça quelques années. Mais j'ai pas envie toute ma vie non plus de voyager comme ça. Et, euh, et après, j'aimerais me poser quelque part en France et un peu aussi rendre tout ça. Donc ça peut être par un gîte ou quelque chose aussi qui permette d'accueillir des personnes et partager. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un cheminement tel que j'aspire plus du tout maintenant à une vie comme on l'entend, comme on l'entend de manière générale. Enfin, j'ai pas envie de m'endetter sur 20 ou 30 ans, par exemple. J'ai pas envie de. Après, non, après, il y a des choses plus conventionnelles auxquelles j'aspire aussi, mais oui, c'est de faire une famille, etc. Mais en tout cas, j'ai pas envie d'avoir une grande maison aussi, je préférerais avoir voilà, enfin, vivre aussi plus modestement et de manière plus alignée aussi avec mes aspirations. Et le fait de t'éloigner un peu du schéma que la société nous vend et que bah, finalement la majorité de nos entourages aspirent, est-ce que ça te fait pas peur d'être décalé de tes proches? Bah,
Maintenant, c'est un état de fait. Je suis décalé de mes proches, je suis décalé de ma famille, je suis un ovni. C'est un état de fait. Et maintenant, ok, c'est comme ça. Mais à la fois, je suis content d'avoir exploré et je sais aussi que j'ai envie de... En fait, cette exploration, elle est aussi... On parlait du voyage sédentaire ou nomade. Et l'exploration, ça peut être aussi dans de nouveaux modes de vie. Euh, à terme, c'est à ça que j'aspire, essayer d'explorer de nouveaux modes de vie. Et c'est déjà foisonnant de partout sur Terre et en France. Il y a plein de personnes qui essayent de vivre différemment. Ça peut être dans des écolieux, dans des fermes, des grandes granges, etc. Enfin, il y a plein de manières de vivre différentes. Et je sais que c'est plutôt ce genre de vie maintenant auquel j'aspire. Et certes, j'ai fait un pas de côté du point de vue de ma famille, mais ça reste ma famille et je serai toujours proche d'eux. C'est juste on est différents et il faut accepter ça. On va passer du coup à la dernière question, qui est une question ouverte. Quels sont tes prochains projets, voyages et rêves? C'est une question 3 en 1. Tu peux répondre un par un ou nous faire un mélange de tout ça. En fait, l'année 2025, c'était l'année du vide. J'avais pas de projet et du coup, j'ai été ouvert aux opportunités tendues. Tout ce que je voulais faire, c'est essayer les choses qui m'inspirent, entre autres les tafs qui m'inspirent, candidater et essayer d'être sélectionné. À la fois, du coup, il y a eu des échecs, des endroits où j'ai pas été pris, etc. Mais à la fois, j'ai déjà eu la chance en début d'année de repartir à l'aventure sur un bateau. Donc ça, c'était très chouette. Et aussi, là, il y a quelques temps, j'ai trouvé ma prochaine mission, qui sera du coup en Colombie pour quasiment 2 prochaines années, pour faire du développement rural dans un village. Donc ce serait pour travailler 4 communes colombiennes. À quel endroit? Donc c'est à Bucaramanga, donc c'est le chef-lieu du Santander. Donc c'est un département dans la Cordillère à 8 heures au nord de Bogota. Et donc Bucaramanga, c'est le chef-lieu, c'est la grande ville. Et après il y a Chicamocha, qui est une commune. Et ça serait à cet endroit, avec 3 communes avoisinant cette commune. Et du coup, il y a déjà du tourisme, mais l'idée c'est de venir en appui au développement touristique et à l'eau potable. Et ça, du coup, ce sera la prochaine expérience slash vie sédentaire dans un pays étranger. Et ça va être sûrement très passionnant aussi. Je passe, du coup, donc c'est une coopération décentralisée avec des partenaires français, entre autres une ONG et une commune qui s'appelle Kroll, qui est à côté de Grenoble. Et du coup, je fais un mois en Isère pour rencontrer tous les partenaires du projet. Et après, début juillet, je prends l'avion pour vivre cette nouvelle vie en Colombie. Donc début juin, là, dans 2 semaines, je commence le taf, mais depuis la France. Et après je suis envoyé. Et après, la suite, la question, c'est mes rêves et la suite. Et pour l'instant, pareil, je suis dans le vide et je verrai ce qui marche ou pas. C'est-à-dire, t'es dans le vide, t'as pas... J'ai plus de plan, hein. Ouais, c'est ça. Après 2 ans, je vois comment je me sens et je vois ce que je veux faire et voilà quoi. En fait, tes rêves, de toute façon, tu les réalises, en gros. Du coup, au fur et à mesure, ils se concrétisent, quoi. Mais mon rêve éternel que j'ai depuis 12 ans, et en fait, C'est beau, un rêve éternel. ouais, mais du coup, c'est comme l'utopie, tu l'as à l'horizon, mais tu l'atteins jamais, quoi. Qu'est-ce que c'est? Mais du coup, ça serait de faire un long voyage en vélo et voler. Là, je commence à me dire que je commence à être trop vieux, pour le coup. Mais bon, on verra. Bah pourquoi? Là, enfin, je sais pas. Faudrait que je verrai. Ok. J'ai fait un BTS dans l'environnement et j'avais mon parrain, je sais pas si on dit parrain, mais la personne au-dessus de moi qui a son cousin qui a fait un voyage autour du monde en vélo voilier parapente et j'étais à sa soirée de retour de tour du monde et ça m'a beaucoup inspiré et je pense que depuis ça a semé une graine aussi en fait pour reprendre la toute première question aussi pourquoi partir et traverser les océans? En fait, parce que c'est possible et je savais pas que c'était possible. Voilà, c'est quand tu regardes
les chemins de traverse, tu t'aperçois que c'est possible. Et du coup, après, tu demandes comment c'est possible et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en rapprocher. Et voilà quoi. Et après, en fait, il y a plein d'horizons qui s'ouvrent. Mais il y a plein de choses qu'on connaît pas. Faut faire le pas de côté pour s'en apercevoir, souvent. Et du coup, s'inspirer de ce que des récits des autres, quoi. C'est ça Aussi, qui bien t'a sûr, ouvert, toi, l'esprit à ce champ des possibles. c'est ça. C'est ça. Enfin, Et puis là, par exemple, donc je crois que j'ai pas du tout dit en fait pourquoi j'étais à Tahiti. En fait, j'ai embarqué sur un bateau du Panama jusqu'à Tahiti. Et pour le coup, pour rebondir en fait, pour donner un exemple sur le champ des possibles qu'on n'imaginerait pas possible tant qu'on l'a pas fait. En moins de un jour, j'ai pris un billet d'avion pour aller jusqu'au Panama et après embarquer sur ce bateau. Mais j'avais justement le champ des possibles complètement fermé. Je savais pas que c'était possible de faire. Enfin, je savais que c'était possible de faire ça, mais j'avais pas d'imaginaire. Mon cerveau, mes expériences antécédentes connaissaient pas du tout ce bout du monde. Et en fait, j'ai quand même fait le pas pour me lancer. Et c'était une super belle expérience. Et surtout, en fait, ce que je voulais dire, c'est que en se lançant dans cette aventure, j'ai rencontré plein de personnes qui m'ont montré d'autres encore plus de possibles. Et du coup, par exemple, un des équipiers avec qui j'ai embarqué, et ben là, dans quelques jours, il va embarquer sur un bateau en Nouvelle-Zélande, en passant par les Tonga, en passant par les Fidji. C'est encore quelque chose que je connaissais. Enfin voilà, je savais que c'était possible puisque c'est le chemin, mais ça montre voilà que c'est plus que possible, c'est faisable en fait. Ça va se faire, c'est concret. Et pareil, en fait, on a rencontré plein de bateaux, plein d'équipiers qui partent aux quatre coins du monde, des bateaux qui partent en Alaska, d'autres qui vont jusqu'à Ushuaia. Enfin, en fait, il y a plein de chemins possibles, mais il faut se lancer pour les découvrir. Ouais, donc en fait, en rencontrant des gens qui voyagent, même si toi, tu as un itinéraire différent, au final, on pourrait être inspiré à l'infini, quoi. Ouais, c'est ça, se laisser porter par tout ça. Est-ce que tu voudrais nous partager une dernière chose avant de clôturer cet épisode? Rendre visible toi, c'est trop cool ce que tu fais, merci pour ça. J'ai pas enfin, comme j'ai déjà dit, j'ai pas trop l'occasion de partager ça. Et là, tu me donnes l'opportunité de plus exprimer tout ça, en fait. Et du coup, merci du fond du cœur pour tout ça. C'est vraiment trop chouette et ça me fait plaisir. Et voilà, donc, merci beaucoup. Bah merci, moi aussi, je trouve que c'est un partage idéal dans le sens où un podcast, ça immortalise, disons, ce que tu vis, voilà, tes aventures et en même temps, bah, moi, ça sert ma cause qui est de partager et de transmettre à des personnes qui, justement, tu disais, l'ouverture d'horizon, s'inspirer, écouter le parcours des autres pour ouvrir un peu son champ des possibles à chacun d'entre nous. C'est un petit peu l'idée du podcast, Bah oui, de bah trop bien. transmettre en fait. Et si j'ai pu transmettre un peu à quelques personnes, trop chouette, avec plaisir. Et puis, si besoin, donc il y a aussi dans cette logique de transmettre, j'ai vu que tu avais fait un super podcast aussi sur le bateau stop, et donc il y a ça qui est intéressant, si des gens veulent s'initier à ça. Il y a aussi une femme youtubeuse dont j'oublie toujours le nom, mais qui fait des super tutoriels pour faire du bateau stop et comprendre le bateau. Et puis il y a aussi, c'est un truc aussi que j'ai découvert avec les équipiers avec qui j'ai embarqué. Je sais pas si c'est un nouvel outil, mais si des personnes souhaitent se lancer pour le bateau stop ou pour l'aventure en bateau, il y a aussi plein de boucles sur WhatsApp de bateau stoppeurs par localité, avec aussi des capitaines qui sont blacklistés parce qu'il y a aussi des mésaventures dans ces aventures.
Et c'est très intéressant aussi d'avoir un peu tous ces outils à disposition pour aussi faciliter le pas de côté. Tout à fait. Et c'est vrai qu'en en mettant le pied dedans, on commence à rencontrer plein de gens qui justement te mettent sur ces groupes WhatsApp, qui te partagent ce groupe Facebook qui va bien marcher. Et c'est vrai que le groupe de blacklistage de Capitaine, il est très utile aussi. C'est une super démarche. Et bah écoute, on va terminer l'épisode là-dessus. Un grand merci à toi voilà, pour ton partage, pour avoir répondu à chacune des questions des auditeurs. Et je te souhaite une super belle fin d'aventure, un beau projet en Colombie, une bonne installation. J'espère que ça va te plaire. Et puis, voilà, il faudra que tu nous donnes des news, des petits updates de ce que tu vis dans les aventures à venir. Ouais, bah d'ailleurs, je vais essayer de louer un truc avec des chambres d'amis, donc s'il y a des gens et que ça parle, de passer par là-bas, il y aura pas de souci pour accueillir quelques jours les personnes. En fait, j'aimerais bien ouvrir un tiers-lieu en fait, ou faire un truc après libre et tu donnes ce que tu veux et tu restes autant de temps que tu veux. Trop intéressant. J'ai une copine qui fait ça à Barcelone et c'est super chouette. Trop bien. Bon, pour l'instant, j'ai 0 plan d'hébergement, mais j'ai ce projet-là dans la tête qui, euh, qui me ferait plaisir aussi à réaliser. Trop bien. Bah écoute, tu nous raconteras tout ça. Et n'oublie pas de nous faire une petite photo pour, Ah pour illustrer. oui, j'allais oublier. Bon bah écoute, merci à toi. Bah, merci à toi. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le prochain. Et rendez-vous chaque lundi pour une nouvelle aventure à la voile.